Je dis que l'ouvrage est impressionnant par la synthèse qu'il propose à l'articulation de l'hallucination créatrice et la notion clinique de l'hallucination. Impressionnant parce que les champs artistiques ne sont pas les seuls à être mis à contribution, mais évidemment la psychanalyse, évidemment l'anthropologie, la mystique, la philosophie, bon, voilà, j'en passe, et non des moindres. L'ouvrage est également impressionnant par les pistes de recherche qu'il fournit, et chacun d'entre nous ayant des domaines de connaissances qu'il a privilégiés dans sa vie, je peux témoigner par exemple pour ma part qu'il y a des domaines où je crois quand même assez bien cerné et où vous m'avez ouvert des pistes. Donc vraiment merci pour cette lecture extrêmement fructueuse, notamment autour de l'hallucination créatrice chez Kafka, Dostoïevski, Unikatsurne également, même si on pourra prolonger sur Unikatsurne. Je trouve qu'il y a vraiment là, un travail extrêmement précis, extrêmement fouillé, extrêmement profond. Alors maintenant, on peut peut-être reprendre par des points de départ. Bon, moi j'avais commencé à noter un certain nombre de choses, notamment vous étiez parti de Flaubert. Enfin, c'est un des points de départ. Un des points de départ, puisque on peut dire que c'est la création, vous l'envisagez au fond essentiellement depuis le romantisme. C'est ce que vous précisez dès le départ. J'avais noté concernant justement cet appui que vous preniez sur que vous disiez assez vite. Non, mais c'est l'hallucination d'une chaise. J'ai un peu mégalo. Ne s'est pas matérialisé. Je suis mégalo, j'avais envie de me faire monter. Oui, vous parliez à propos de cette hallucination artistique, vous résumiez la position de Flaubert. L'expression désigne pour Flaubert l'emprise dont procède l'activité mentale de l'écrivain quand il est entièrement absorbé dans son travail, quand il voit, c'est vous qui soulignez, quand il voit ses personnages, les entend, quand tout ce qu'il imagine, objets, paysages, décors, lui est devenu plus présent que son environnement actuel. Quand le tableau hallucinatoire, et là encore c'est vous qui précisez, s'est substitué aux données et au champ même de la perception. Et vous prenez appui d'ailleurs sur, évidemment, comme toujours avec vous, toutes les précisions qui nous sont données par les références. Vous prenez appui sur un certain nombre de propos de Flaubert, je n'en citerai qu'un. C'est une lettre à Taine, à propos justement qui explore, Hippolyte Taine, qui explore cette notion d'hallucination dans son ouvrage de l'intelligence. Alors je vous lis quand même cette lettre qui est un peu longue mais substantielle et qui peut nous servir de point de départ, me semble-t-il, pour la discussion, justement pour la différence entre ce que nous percevons réellement et le champ environnant, hein, le hors-champ au fond de l'hallucination. C'est une lettre du 1er décembre 1866. Flaubert écrit « Dans l'hallucination artistique, le tableau n'est pas bien limité, c'est lui qui souligne, quelque précis qu'il soit. Ainsi, je vois parfaitement, c'est lui qui souligne, un meuble, une figure, un coin de paysage. Mais cela flotte, cela est suspendu, ça se trouve je ne sais où. Ça existe seul et sans rapport avec le reste, tandis que dans la réalité, quand je regarde un fauteuil ou un arbre, je vois en même temps les autres meubles de ma chambre, les autres arbres du jardin, ou tout au moins je perçois vaguement qu'ils existent. L'hallucination artistique ne peut porter sur un grand espace, se mouvoir dans un cadre très large. Alors on tombe dans la rêverie et on revient au calme. C'est même toujours comme cela que cela finit. Vous me demandez si elle s'emboîte pour moi dans la réalité ambiante? Non. La réalité ambiante a disparu. Je ne sais plus ce qu'il y a autour de moi. J'appartiens à cette apparition exclusivement. Au contraire, dans l'hallucination pure et simple, on peut aussi rapporter à l'hallucination clinique, on peut très bien avoir une image fausse d'un œil et les objets vrais de l'autre. C'est même là le supplice. Là, je restitue quelque chose qui sert de point de départ, me semble-t-il, à une délimitation de différentes catégories d'hallucination. Peut-être peut-on enchaîner à partir de là, parce que moi je reviendrai après sur cela, mais sur le plan littéraire. Alors, l'expression hallucination artistique donc, est une expression de Flaubert. Donc c'est
assez logique de commencer par lui, puisque le livre s'appelle ainsi. Donc j'ai emprunté l'expression à Flaubert. Je ne suis pas le premier qui ait remarqué ce glissement chez Flaubert de l'hallucination pathologique et l'hallucination artistique. Un livre remarquable qui a déjà été consacré aux échanges entre psychiatrie et littérature autour de l'hallucination et plus particulièrement avec un focus sur Flaubert. Mais ce livre s'en tenait au XIXe siècle à la littérature. Bon, alors moi j'étends la chose. Mais effectivement, cette correspondance de Flaubert avec Taine a été un point de départ. Ce n'est pas le point de départ de la recherche, parce que le point de départ de la recherche c'est autre chose, je vais en parler si vous voulez, mais c'est effectivement probablement la lecture de ces deux lettres, parce que c'est deux lettres de Flaubert à Taine, qui m'a convaincu que la recherche devait être menée, et menée au-delà de ce qui avait été mis au jour par Tony James, voilà, dans le livre auquel je faisais allusion. Le point de départ du livre donc n'est pas Flaubert, mais Mallarmé. Ce livre suit un travail que nous avons mené avec Elia Pigelet qui est dans la salle sur l'effet de la poétique de Mallarmé dans l'art moderne. Et c'est au cours de ce travail assez considérable qui nous a pris des années, qui a donné lieu à une énorme exposition avec un livre, etc. C'est au cours de ce travail que nous sont apparues trois choses qui sont véritablement qui ont généré cette deuxième recherche. Trois choses. Premièrement, il y a de l'hallucination chez Mallarmé. Pas beaucoup d'hallucinations positives, mais de l'hallucination négative. Et là, comme j'avais beaucoup lu André Green, j'ai fait évidemment la connexion. André Green, c'est un psychanalyste qui avait énormément écrit sur l'hallucination négative. Et j'ai fait la connexion qu'il ne faisait pas lui-même d'ailleurs. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, l'œuvre d'Odilon Redon. Odilon Redon très lié avec Mallarmé, puisqu'il devait illustrer un coup de dé, et la chose n'a pas pu se faire puisque Mallarmé est mort. Mais il avait commencé à y travailler. Odilon Redon était l'artiste le plus proche de Mallarmé à la fin de sa vie. C'est celui qui avait un peu remplacé, disons, Manet. Alors, les deux artistes étaient évidemment présents dans l'exposition Mallarmé, même si elle portait plutôt sur le XXe siècle, mais c'était tout de même, et surtout dans la deuxième présentation de l'exposition à Nantes, les deux artistes du XIXe siècle étaient très présents. Et Redon tout particulièrement. Alors j'ai une grande passion pour Redon, j'ai été amené à étudier son œuvre d'assez près, et là, alors évidemment, la notion d'hallucination est permanente notamment dans la littérature critique qui lui a été consacrée, et cela m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit qu'il y avait vraiment là quelque chose à voir, et tout de suite aussi apparaissait, à partir de l'œuvre de Redon, une relation entre hallucination et vision, au sens de l'art visionnaire. Et alors ça, mais ça, évidemment, je me suis mis à y travailler après. À partir de Redon, mais en remontant à Blake, c'est là que je me suis aperçu qu'il fallait vraiment remonter à Blake. Donc la périodisation, c'est celle que vous avez signalée. Je commence avec le romantisme. Ce qu'on appelle le romantisme, parce que cette notion de romantisme, j'évite de rentrer dans la discussion sur la notion de romantisme, parce qu'on n'en sort pas. Mais évidemment, je prends Blake comme point de départ. J'aurais pu prendre Goya, qui est également très présent. De toute façon, les deux artistes sont contemporains. Ce sont les deux artistes visionnaires des temps modernes. C'est-à-dire ceux qui adaptent, je dirais, une très longue tradition de l'art visionnaire à la situation moderne, c'est-à-dire la situation, pour aller vite, mise en place par les Lumières. Ce sont deux penseurs des Lumières, deux grands artistes des Lumières, contrairement à ce qu'on dit souvent.
Blake n'est pas un fou furieux comme ça, irrationnel. C'est un penseur critique et politique, un grand artiste critique et politique qui s'inscrit dans une tradition de la rationalité critique. Comme Goya. Goya est le grand peintre des Lumières. C'est encore pas une façon dont on le voit, mais c'est une grosse erreur de tirer uniquement du côté de l'irrationalité romantique, en associant comme toujours bêtement romantisme et irrationalité. Tout ça doit être absolument, absolument remis en question. Il y a deux points de départ comme ça, Blake, Goya. J'ai choisi Blake, bien qu'il soit beaucoup question de Goya par ailleurs, mais le premier chapitre monographique, puisque le livre est constitué de chapitres thématiques et de chapitres monographiques, le premier chapitre monographique est consacré à Blake, parce que chez lui, plus encore que, pour deux raisons. La première, que chez lui, plus encore que chez Goya, la dimension visionnaire est affichée. Deuxièmement, il y a chez lui convergence de art visuel et littérature et poésie. Blake fait partie de ces rares artistes qui ont eu une œuvre poétique de la même importance. Je dirais qu'il est impossible, surtout quand on a vu les originaux, il est impossible de distinguer chez Blake poésie et art visuel. Ce qui est rare. Il y a extrêmement peu d'artistes, de poètes, dont on peut dire qu'ils sont artistes au même niveau. C'est très rare. C'est extrêmement rare dans l'histoire de la création humaine. Donc, je voulais donc partir de Blake. Alors, je termine maintenant. Troisième passage du projet, troisième point de départ du projet, je disais donc Mallarmé, Redon et l'art visionnaire. Et puis la troisième raison, c'est Rimbaud. C'est Rimbaud parce que, en travaillant sur Mallarmé pendant des années, je me suis aperçu que j'écartais Rimbaud. C'est très curieux, mais je crois que c'est à peu près automatique. Si on choisit Mallarmé, on écarte Rimbaud, et un peu, je dirais, vice-versa. Hein, et ça m'a beaucoup agacé de m'apercevoir de cela. Je me suis aperçu, vous savez, quand on fait un projet, on s'aperçoit de ce qui manque quand on arrive au bout. Alors, et puis généralement, d'ailleurs, on ne comble pas les manques, parce que c'est très bien qu'il y ait des manques, d'une part. Mais quand j'ai terminé le projet Mallarmé, je me suis aperçu qu'il y avait deux manques. Enfin, pas deux manques, il y avait, au fond, un autre grand poète qui était écarté, c'était Rimbaud. Et Rimbaud, c'est quand même une référence pour des quantités d'artistes et d'écrivains de l'époque moderne. Il était écarté, puis il y avait un grand manque, c'était Matisse. Il avait été très mal traité. Alors Matisse, j'ai rectifié des choses en publiant beaucoup sur Matisse depuis, mais il n'est pas question de Matisse dans ce livre, donc ça recommence en quelque sorte. De nouveau, Matisse est un peu négligé, donc je devrais encore rectifier la chose une fois de plus. Mais, en tout cas, pour revenir au point essentiel, dès lors que nous traitions de l'effet de la politique mallarméenne, on écartait Rimbaud. Et ça m'a posé problème. Et donc, j'ai voulu rectifier en reconsidérant l'impact, disons, de Rimbaud dans l'art moderne. Voilà, c'est ça en fait, peut-être que j'oublie encore un autre point de départ, mais enfin les trois points de départ de l'enquête. Mais cela dit, vous avez parfaitement raison de partir de Flaubert et de ses lettres de Flaubert, parce que là, en revanche, on a, comment dire, avec Flaubert, on est un peu déjà au centre du sujet, si vous voulez. Oui, par rapport à la clinique, par rapport à la définition. Voilà. On saute au milieu du truc. Voilà. Hein, pourquoi? Parce que, pour deux raisons. D'abord, ces textes de Flaubert sont d'une précision extraordinaire. Extraordinaire, enfin, je veux dire, je les ai signalés à plusieurs psychiatres qui étaient stupéfaits de la précision de ce même terme clinique de ses observations. Et la deuxième chose, c'est que Flaubert est, comme vous le savez, un drôle de personnage, parce que c'est quand même l'écrivain réaliste par excellence. C'est autour de Flaubert, c'est sur Flaubert qu'ont porté tous les débats sur le réalisme littéraire, d'abord,
il est la référence absolument des naturalistes, etc. Et Madame Bovary est considérée à juste titre comme le grand roman réaliste, un des grands romans réalistes du XXe siècle, en tout cas le roman réaliste correspondant à la question du réalisme dans les arts visuels. Parce qu'au fond, Balzac est aussi réaliste, si vous voulez, mais la grande différence, c'est qu'avec Flaubert, le réalisme littéraire devient contemporain du réalisme pictural, hein, c'est-à-dire Courbet. Courbet qui est évidemment aussi très présent dans les livres, évidemment. Et je me suis aperçu que là où il y avait réalisme, il y avait hallucination. Et que, effectivement, l'hallucination est l'envers, en quelque sorte, ou l'ailleurs, si vous préférez, du réalisme. Et donc, Flaubert me permettait de aussi poser ce rapport hallucination et réalisme, qui est quand même autre chose que ce qui apparaît avec Blake. Parce qu'il est difficile de dire que Blake est réaliste, quand même. Bon, là, on est vraiment dans l'histoire de l'art visionnel. Donc, vous voyez, je partais avec Blake et Goya, mais je passais par Flaubert, et avec Flaubert, j'avais la question du réalisme. C'est d'ailleurs c'est un des apports aussi dès le départ, c'est que justement vous défaites un certain nombre de dichotomies. C'est pourquoi le romantisme, d'ailleurs, vous le balayez parce qu'il y a tellement d'a priori, notamment sur le pathos de l'hallucination, etc. Mais justement, pour continuer dans le sens que vous dites sur Flaubert, il dit dans une des lettres que vous citez, le sens historique est tout nouveau dans ce monde. Je crois que ça rejoint ce que vous venez de dire, c'est pour ça que j'ai retrouvé la citation, on va se mettre à étudier les idées comme des faits et à disséquer les croyances comme des organismes. Et un peu plus loin, vous citez, alors cette fois c'est Strindberg, les esprits sont devenus positivistes comme l'époque actuelle et ne se satisfont pas de vision. Voilà, avec Flaubert, voilà, on a les deux, on a la tentation 50. Formidable, parce que voilà, ça c'est une chose qui m'a absolument passionné. Enfin, c'est devenu vraiment un objet de contemplation, presque, je dirais. Ce fait-là, ce fait, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit de fait, que l'hallucination est la vision au temps du positivisme. Voilà. Pour le dire massivement, vous voyez, après on peut rentrer dans la discussion. Mais voilà. L'hallucination, c'est l'art visionnaire, c'est la pensée visionnaire, pardon, pas l'art visionnaire, la pensée visionnaire, parce que ça passe aussi bien par la littérature, ça passe partout. Il manque par exemple un chapitre sur la musique, enfin bon, passons. Mais ça va venir, je vais corriger. Oui, il y a Schumann, non, mais vraiment, je ne parle pas de musique, non, c'est vraiment ce qui manque. Il y a deux grands manques, mais j'étais fatigué. Comme dit Robert Paget. Alors, mais... On avait la matière. Non, vous savez, c'est 7 ans de travail, il y a un moment où il faut arrêter. Mais, si on y arrive. Mais, si vous voulez, cette idée-là, que l'hallucination, qui est apparue d'ailleurs au début du XIXe siècle, en termes psychiatriques, enfin on ne parlait pas d'ailleurs de psychiatrie au début du XIXe siècle, on parle d'aliénisme. Hein. Bon, enfin en termes cliniques, c'est une notion qui apparaît vraiment, qui est articulée au début du XIXe siècle, et qui d'ailleurs est absolument centrale pour la construction de la psychiatrie, puisque au point que halluciner était synonyme de fou. Hein. Bon. Alors, d'ailleurs ça se retrouve dans toute la littérature, un halluciné c'est un fou. Bon, alors. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ça. Comment l'hallucination était la pensée visionnaire au temps du positivisme, c'est-à-dire au temps des faits. Voilà. Parce que le positivisme, c'est les faits. Hein, c'est l'affirmation des faits. Et Taine, c'est ça. Hein, bon. Et vous nous racontez ça sur Auguste Comte. Voilà. Voilà. Alors, Auguste Comte. Non, mais là, on pourrait en parler pendant des heures. C'est un fou furieux. Non, mais un fou furieux. Et extrêmement intéressant. Enfin, Auguste Comte n'est absolument pas le personnage que l'on croit, etc. Enfin bon, c'est quelqu'un qui a un système délirant. C'est vraiment une pensée. Enfin bon, alors, cette question du système et du délire traverse le livre, il n'y a pas de chapitre consacré à ça, mais c'est permanent, puisque, alors, je ne sais pas si on peut rentrer dans les détails, mais une grande question, c'est le rapport de l'hallucination au délire. Alors, je ne sais pas si on peut rentrer là-dedans, parce que c'est extraordinairement complexe, mais
il y a deux positions. Il y a la position, pour simplifier énormément, la position d'un Henriet, sur qui je m'appuie bien sûr beaucoup, parce qu'il a fait un travail de défrichage énorme sur la question en lisant toute la littérature germanique, etc. Pour Henriet, l'hallucination est liée au délire, hein, l'absence en dehors de la construction d'un délire. Et puis, en même temps, il est le premier à remarquer, et d'autres, bien sûr, psychiatres, qu'il y a dans l'hallucination un effet intempestif qui n'a rien à voir avec le délire et qui est plutôt de l'ordre d'une interruption, d'une rupture, etc., dans l'expérience de la perception. Bon. Alors Flaubert, évidemment, fait écho à tout cela. Tout cela à la fois dans ses lettres à Taine et dans sa propre pratique artistique. Hein. Mais Comte, puisqu'on parlait de Comte, c'est typiquement une pensée délirante, qui présente par ailleurs des aspects tout à fait intéressants, évidemment. Il ne s'agit absolument pas de stigmatiser le délire, et quand je dis délire, c'est pas nécessairement... il y a évidemment une vérité du délire. Voilà. Donc, voir génie. Pardon. Voir génie. Oui. Voir génie. Oui. Merci. Bon, ce qui m'importait, il faut bien comprendre que mon activité quand même principale, c'est une activité d'historien de l'art et de la littérature. Hein. Bon, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas même historien de ces domaines. Hein. Bon, j'ai essayé de m'informer autant que possible, mais ce n'est pas mon domaine. Donc c'est quand même un livre qui reste un livre d'histoire de l'art et d'histoire de la littérature, hein, que ce soit bien clair. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises à propos du domaine qui ne sont pas familiers. Et ce que je crois on peut trouver dans ce livre, c'est aussi une histoire qui va de Blake à Polke, et qui est une histoire d'œuvres et des recoupements de ces œuvres. C'est une chose aussi qui m'a énormément intéressé, cette idée qu'avançait un jour Faucillon, comme ça, Henri Faucillon, l'idée de la famille, de famille d'artistes, qu'il y a des familles d'artistes. Et effectivement, cette métaphore est intéressante, et j'ai essayé de la... Je ne cite même pas la formule de Faucillon, mais j'utilise l'idée, parce que je montre des réseaux généalogiques entre ces artistes. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant, de montrer que l'histoire de l'art, c'est pas seulement des reprises, des citations, des rapprochements, des écoles, des mouvements, des tendances, et tout ça, mais que c'est aussi des œuvres constituées avec une part hallucinatoire, une part délire, et qui communiquent justement par cette teneur hallucinatoire et le délire. Et qu'il y a des reprises comme ça d'un artiste à un autre. Alors le cas le plus extraordinaire, enfin l'un des plus extraordinaires, citons deux exemples. Tout le livre est, j'en ai noté. Tout le livre est fait comme ça. Alors, je veux dire, voilà, j'ai une abondance d'exemples à donner. Donnons-en deux comme ça pour fixer les choses. Deux auxquels je tiens particulièrement. Nerval, Artaud. Artaud réélabore après-guerre une mythologie personnelle à partir de celle de Nerval. Il réécrit Nerval. Et il se réapproprie le délire de Nerval. Et ce qui, dans le délire de Nerval, d'ailleurs, participe d'une connaissance. Parce que là, il y aurait beaucoup à dire sur le rapport connaissance et illusion, enfin, la connaissance de l'illusion, etc. Nietzsche, je ne développe pas ça, mais c'est sous-jacent. Donc voilà, Artaud se réappropriant Nerval, reprenant le délire de Nerval, à sa façon. Et puis un autre exemple, alors là, évidemment, qui justifie le sous-titre de Blake à Polke, l'extraordinaire cas de Polke, qui est pour moi le grand peintre vivant. Enfin, il est mort maintenant, malheureusement, mais quand j'écrivais le livre, il était vivant. Qui reprend tout, alors lui. C'est incroyable, c'est pourquoi d'ailleurs j'en fais l'épilogue du livre. Il reprend tout le monde, tout. C'est incroyable. Je n'ai rencontré qu'un autre, enfin presque tout. Je n'ai rencontré qu'un autre artiste comme lui, c'est Günter Bruss, dont je parle peu. J'aurais dû en parler plus de Günter Bruss, qui est un merveilleux artiste aussi,
qui lui aussi en plus je connais bien Gunther Bruce, donc c'est bête, j'aurais pu vraiment en parler plus. Mais par exemple, qui a énormément utilisé Redon, qui a même fait une série à partir de Redon, qui a beaucoup utilisé Artaud, qui a lu Mallarmé comme un fou, etc. Mais en l'occurrence, j'ai mis l'accent sur Polka aussi, parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde. Bon, il faut faire des choix, sinon le livre aurait fait 1500 pages. Et Polka est vraiment extraordinaire, parce qu'il se dit, par exemple, en relation télépathique avec Blake. Il se dit en relation télépathique avec Klinger, le grand graveur allemand Klinger. Entre parenthèses, la gravure est pour moi essentielle dans cette histoire. On pourra peut-être y revenir, mais pour moi la gravure a été le grand vecteur de l'hallucination dans l'art depuis le 19e siècle. Hein, j'ai beaucoup écrit sur la photographie, là il n'est quasiment pas question de photo, il y a une page sur la photographie. Parce que la photographie n'a aucune importance dans cette affaire, elle est tout à fait secondaire. Ce qui est absolument fondamental, c'est la gravure. Et qui est d'ailleurs une chose qu'on néglige trop. On néglige trop la gravure dans l'histoire de l'art moderne, à cause en partie de la photographie d'ailleurs. Enfin, passons. En tout cas, Polka se dit en relation télépathique avec Blake, il se dit en relation télépathique avec Klinger, il utilise Goya, il utilise Redon, etc. C'est-à-dire que chez lui, tous ces fils que j'avais moi-même tressés comme ça se retrouvent à la fin et font une magnifique pelote. Donc, c'était assez logique, je crois, de terminer sur lui et de donner comme cadrage de Blake à Polka. Ce qui a des conséquences entre nous, parce que ça m'a conduit à écarter, ce qui m'arrangeait aussi pour les raisons que je vous ai dit, déjà, d'écarter un certain nombre d'artistes, disons, post-Polka. Par exemple, je pense à un artiste dont j'aurais dû parler, qui est à mon avis un très grand sculpteur aujourd'hui, qui est Charles Ray, merveilleux artiste, qui est absolument complètement hallucinatoire, dont j'aurais pu parler, mais c'était un peu post-Polka, et je me suis dit, tant pis, ça suffit, de toute façon, il fallait arrêter. Bon. Mais je crois que ce cadrage de Blake à Polka est juste, honnêtement. Il est juste, et il n'empêche pas, d'ailleurs, d'aborder des œuvres soit à l'intérieur de cette période, soit même avant ou après. C'est toujours possible. Alors oui, là aussi je dois peut-être préciser que je ne remonte dans le passé, je n'envisage des œuvres dont la teneur du passé dont la teneur hallucinatoire serait ou est claire, manifeste, que dans la mesure où des artistes et des écrivains de la période qui me concerne en parlent. Parce que sinon c'est impossible. Je devais absolument partir de ce point où la notion même d'hallucination apparaît dans le langage psychiatrique, le discours psychiatrique, comme on dit. Je devais partir de ça, je devais partir de Blake. Je ne pouvais pas me permettre de faire une sorte de reconstruction, ça, après coup, rétrospective de l'hallucination, avant même qu'elle existe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais évidemment, on pourrait le faire. Mais alors là, je souhaite bonne chance à la personne qui s'engagerait dans ce domaine, parce que, à mon avis, c'est impossible à faire avec un peu de sérieux. Ça resterait, à mon avis, totalement... Alors, dans l'introduction, je donne quand même des pistes pour le faire, si vraiment on tient à le faire. J'essaie d'indiquer comment on pourrait éventuellement le faire, c'est-à-dire qu'il faudrait reprendre toute la théorie des fantasmata, etc. Bon. Alors, je donne des pistes, mais je ne les ai pas suivies. Le livre d'Olivier Boulnois, auquel je me réfère dans l'introduction, est absolument remarquable, c'est un ouvrage formidable. Enfin, il y a des points d'appui, on peut, si quelqu'un veut vraiment voir ce qu'il en a été de l'hallucination avant l'hallucination, c'est à la rigueur possible. Et je ne l'ai évidemment, je ne suis pas aventuré dans cette affaire. On fait comme aller chercher du côté de l'inconscient avant l'inconscient. Oui, ça a été beaucoup fait. Oui. Ok, merci Jean-François. Donc, tu as lancé le débat à partir de Flaubert. Tu veux rebondir sur ce que... Enfin, je ne voudrais pas monopoliser. Non, mais pour l'instant, disons que sur ce que... sur ce que vous dites concernant les familles d'artistes, d'artistes et d'écrivains,
se croise avec vraiment une filiation de thématiques de réflexion chez vous. Bon, moi j'avais quelque chose qui m'avait particulièrement impressionné là-dessus, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole, donc peut-être avec vous d'abord. Oui, enfin c'est un morceau quand même. C'est-à-dire que c'est ce que vous dites au fond sur la. Bon, il y a la matière picturale, par exemple la confrontation Constable-Turner, on en parlera peut-être. Et puis la matière des mots, la trace des mots. Et justement, puisque vous parliez de Rimbaud, il y a tout un mouvement très impressionnant, une généalogie très impressionnante. Une généalogie très impressionnante, concernant cet engendrement de la vision à l'intérieur des mots. Rimbaud, Kafka, Dostoïevski, et puis il y aura aussi Dostoïevski et Don Quichotte, le commentaire de Don Quichotte par Dostoïevski. J'ai relevé quelques petites choses, si vous voulez bien, on va partir de là. Bon, vous signifiez bien que Rimbaud, je vous cite, trace ses phrases dans une matière verbale préalable au sens. Bon, ça c'est la moindre des choses, dira-t-on, concernant la création. Mais enfin, il est bon de le rappeler comme point de départ. Oui, tout de même. Ça devrait être connu, mais il faut toujours le rappeler. Oui, j'ai préféré quand même. Voilà, parce vous avez raison. Voilà. Il y a des lieux communs qui ne sont pas toujours faux. Voilà. C'est drôle que vous pensiez ça. Là, c'est une chose dont je suis absolument convaincu. Oui. C'est que les lieux communs, alors là vraiment, c'est une idée que je partage, que j'ai trouvée exprimée chez Pollan, et avec beaucoup de satisfaction, parce que j'ai toujours pensé ça. Que c'est d'un dandisme insupportable de vouloir toujours rejeter les lieux communs, que certains lieux communs sont tout à fait pertinents. Et que les lieux communs sont faits pour être réactualisés, mais que parfois ils sont justes. Et on a tendance à les oublier dans la recherche. Voilà. Et du coup, l'intuition est obligée de se coltiner avec des portes déjà ouvertes qu'il faut qu'on rouvre. C'est difficile. Voilà. Alors, vous citez à propos de cela, Dostoïevski. Hier, un ami est venu me voir, ton style s'altère. Donc c'est toujours l'histoire de la matière des mots. Ton style s'altère, me dit-il, il est haché. Tu haches. 2 points, et une incise, et puis une incise dans l'incise, et puis encore quelque chose, etc. Donc on voit bien l'auto-engendrement de l'écriture par elle-même, de la création par elle-même, et de la vision par elle-même. Et donc dans ce chapitre, on peut faire le rapport avec ce que vous dites quand vous citez Kafka, qui trace véritablement la vision à l'intérieur de l'écriture quand il fait le bilan du verdict. Je relis ce passage qui est connu, mais qui est très impressionnant et qui est un bon point de départ. J'ai écrit ce récit, le verdict, d'une seule traite, de 10h du soir à 6h du matin, dans la nuit du 22 au 23. Je suis resté si longtemps assis que c'est à peine si je peux retirer de dessous le bureau mes jambes ankylosées. Ma terrible fatigue et ma joie, comment l'histoire se déroulait sous mes yeux, j'avançais en fendant les os. Donc l'incise dans l'incise. À plusieurs reprises durant cette nuit, j'ai porté le poids de mon corps sur mon dos. Tout peut être dit. Toutes les idées, si insolites soient-elles, sont attendues par un grand feu dans lequel elles s'anéantissent et renaissent. Comme tout devint bleu dans ma fenêtre, etc. Donc peut-être que là, vous pouvez... Oui, il y a beaucoup à dire, excusez-moi. Non, mais le problème, c'est que je vais dire... j'espère avoir écrit ce que je vais vous dire là un peu mieux que je ne vais le dire. Voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours l'embarras qu'on a à un moment donné de dire mal ce qu'on a essayé d'écrire un peu. C'est pour ça qu'on écrit d'ailleurs. Sinon on parle. Voilà, bon, donc, non mais quand je dois oralement commenter des passages aussi extraordinaires que celui-là, là je me sens embarrassé. C'est un des chapitres les plus forts de votre livre. Oui, puis en plus ça fait tous écrits. Formidable. Donc, parce que, enfin, vous ne pouvez pas travailler sur l'hallucination sans écrire. Je tiens à le dire, parce que c'est pas possible. Les choses. Non, mais ça ne peut pas être un discours complètement universitaire, au sens comme ça, où on établirait un savoir, etc. Il y a forcément une expérience d'écriture. Enfin, vous êtes obligé de miner. Enfin bon, il y a une part d'expression subjective. Bon, alors, mais, enfin, pour le dire vite, parce que c'est un peu autre chose. Mais, ce passage de Kafka et enfin celui de Dostoïevski aussi, enfin, c'est bouleversant. Bon, alors bien évident qu'on sait que Kafka a beaucoup lu Dostoïevski. Bon, donc là encore, les familles, tout ça, mais passons. Ce texte, alors, la grande
Alors, on sait aussi que Kafka a beaucoup lu, il a lu beaucoup de choses, mais on sait, Flaubert, voilà, tout que ce ces que deux vous- grandes Flaubert, références Flaubert. d'écriture, c'est Kleist et Flaubert. Bon. Et il s'est vraiment shooté à Kleist et Flaubert. Hein, c'est les a dans le sang. Quoi, hein. On le voit dans sa correspondance et tout. Voilà. Et le passage que vous venez de lire de Kafka fait directement écho, bien sûr, à la remarque de Flaubert à thème. Nous sommes du côté de l'extase. C'est l'extase. C'est-à-dire, c'est le côté positif de l'hallucination, c'est-à-dire l'extase. L'extase opposée à la terreur. Parce que, soyons bien clairs, que dans la lettre de Flaubert à Thème, ce qu'il pose, c'est ça. Il dit l'hallucination, soit elle est pathologique, soit elle est artistique, les deux ne pouvant d'ailleurs pas être totalement séparés, évidemment. Il ne faut pas croire comme ça qu'il y a une frontière étanche entre les deux. Mais du côté de l'hallucination pathologique, c'est la terreur. Pourquoi? Parce qu'il voit quelque chose et en même temps, il sait que c'est pas réel. Terreur. De l'autre côté, extase, parce qu'il est complètement pris par cette nouvelle réalité. Extase, donc. Et c'est exactement la même chose dont parle Kafka. Avec en plus chez Kafka, l'expérience de la terreur. Beaucoup plus que chez Flaubert. Donc, extase à partir de l'expérience de la terreur. Il est évident que Kafka est là accompli complètement, ce qui était déjà chez Flaubert. Mais ce rapport terreur-extase traverse tout le livre. D'une parce façon que- triomphale à certains moments. Là, quand vous parlez d'extase, il y a des illuminations Voilà, d'une mystique qui ne dit pas son nom. Comme Oui, toujours alors, avec bon, quelqu'un. on y arrivera Ce que j'ai écrit de meilleur tient à cette capacité que j'ai de mourir content. Voilà. Donc voilà, là on est dans le triomphe. Oui, Peur, absolument. parce que la peur elle est là, elle glapit. Quand il se penche sur lui-même et qu'il entend comme le miaulement d'un jeune chat, hein, je cite un peu de mémoire, mais je crois que c'est ça la formule du journal que vous relevez, tout ça est en filiation directe. Et il y a, vous montrez quand même un triomphe très exact, parce qu'en même temps il y a une géométrie, vous d'ailleurs vous parlez des dessins de Kafka aussi, il y a une géométrie, une abstraction concrète. Là, vous pointez une chose très importante, c'est que ces écrivains dessinaient. Voilà. Dostoïevski et Kafka dessinaient. C'est un point très important. C'est ce que j'appelle le tracé. Mais le tracé OR. Voilà, c'est une formule que j'emploie tout le temps, que j'ai reprise à Fernand Deligny. Les éditions Larachnéen on réédite en ce moment l'œuvre magnifique de Fernand Deligny, grand penseur du tracé, de l'activité de tracé. Un écrivain, il trace aussi. Il ne fait pas qu'écrire des phrases, il trace. Et ces écrivains-là, particulièrement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup regardé les dessins de Dostoïevski et de Kafka qui sont extrêmement intéressants. Enfin voilà, c'est tout. Je voulais juste rebondir là-dessus parce que vous pointez cette chose qui est, je crois, très importante, cette dimension du tracé. C'est le tracé. Le tracé. Vous montrez bien que les dessins de Kafka sont des abstractions de gestes. Oui, absolument, Il ne reste toujours. plus que l'essence du geste. Toujours. Et alors Dostoïevski, c'est autre chose. C'est de l'architecture, parce qu'il avait fait des études d'architecture, et des faces. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Enfin, mais c'est très passionnant. Ouais, il y a des choses dans le livre. Oui, comme vous dites. Mais ça fait partie de ce que Jean-Philippe Domecq nommait les pistes. Hein, les pistes, vraiment, et les ouvertures. Dans ce livre, il y en a plein. On peut, j'allais dire, chaque piste ouverte pourrait donner lieu à 10 ouvrages. C'est étonnant. Hein, c'est même d'ailleurs, encore une trame possible et une avancée possible dans le travail. Hein, c'est vraiment... j'ai envie juste de Mais dans dire le un genre mot. aussi, œuvre fondée sur la terreur et qui arrive à, en quelque sorte, transformer cette expérience. Artaud, évidemment, aussi, est pour moi très important. Et alors, s'il y a un écrivain artiste du tracé, c'est Artaud. Alors, il fallait en désigner qu'un seul. Il fait partie de ce tout petit groupe d'artistes écrivains, artistes. Il est impossible de décider si Artaud est plutôt écrivain ou plutôt artiste. Enfin, il y a que... Ils ne sont pas si nombreux. Et de ce point de vue-là, il est comme Blake. Un cas très intéressant aussi, c'est Michaud. Michaud est un autre personnage qui est d'ailleurs très présent. Oui. Pareil, vous remarquez, Le tracé chez Michaud. Il y a là
une vraie constante. Hein. Oui. Ce rapport du tracé et de l'hallucination est pour moi une des clés du livre. Enfin, mais par exemple, le cas de Hugo aussi est extraordinairement intéressant. Hugo, c'est un écrivain, évidemment. Mais enfin, depuis qu'on connaît l'œuvre visuelle de Hugo, il y a même des gens qui pensent que c'est mieux. Non, mais c'est vrai. Les surréalistes, par exemple, pensaient que l'œuvre visuelle de Hugo était meilleure que son œuvre de poète ou de romancier. C'est un peu exagéré, mais c'est admirable l'œuvre visuelle de Hugo. Et qui est d'ailleurs liée avec un autre très grand artiste, graveur, qui est Mérion. Et le rapport Hugo-Mérion est une chose passionnante. Mérion, c'est un des grands délirants de l'histoire de la gravure. Et qui est passionnant. Passionnant. Vous le faites découvrir d'ailleurs. Et passionnant, Mérion est passionnant. Vous imaginez, le plus grand graveur du 19e siècle, le graveur qui a le métier le plus extraordinaire. Hein, je ne suis pas le seul à le penser. Hein, c'est d'ailleurs un artiste qui est beaucoup plus apprécié dans les milieux anglo-saxons qu'en France, bizarrement. Il y a un culte de Mérion en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Ah oui, c'est un culte, c'est une figure de culte là-bas, pas chez nous. Bon, c'est une erreur, parce que c'est un immense artiste. Mais Mérion, c'est quoi? C'est de la description, c'est de la vue, sauf qu'à l'intérieur de la vue, il y a de l'hallucination. Voilà. Il travaille à l'intérieur de la vue. Et à l'intérieur de la vue, il y a l'hallucination et le délire qui organise, en fait, ce rapport entre vue et hallucination. De ce point de vue-là, il est absolument fondamental. Parce qu'en plus, c'est vraiment la gravure. Et comme par hasard, Mérion, évidemment, était lié avec Baudelaire. Baudelaire qui avait un peu peur, Mérion. Hein. Il faut dire qu'il devait y avoir de quoi. Mais qui était quand même extrêmement intéressé par Mérion. Enfin, Benjamin a dit et redit, de façon d'ailleurs un peu superficielle, combien Mérion avait pu inspirer les tableaux parisiens de Baudelaire. Bon, c'est un peu superficiel entre nous, mais enfin, il a pointé. Et on sait aussi que Victor Hugo avait beaucoup regardé Mérion. Donc là, vous avez des choses comme ça. Oui, c'est plus que des familles, là. C'est des précipités, là. Hein, c'est des précipités historiques hein, qui se produisent. Alors ça, c'est ce qui, évidemment, m'intéresse beaucoup et ce que j'essaie de mettre en lumière. Parce que aussi, ça permet... C'est un peu ce que je voulais faire, c'était de franchir toutes sortes de frontières, quoi, qui sont pénibles, quoi, qui sont... à mon avis, pas favorable à la créativité. Quoi. Bon, mon propos, c'est pas seulement un propos d'historien de l'art, c'est aussi, j'espère, un propos de quelqu'un qui s'intéresse à la création. C'est ça. Les mécanismes de création. Et j'ai essayé de faire ce livre pour les gens, pour les artistes, autant que pour les historiens de l'art ou de la littérature. Mon public étant d'ailleurs un public d'artistes, hein, j'enseigne à l'école des beaux-arts. Donc, c'est évidemment ça qui m'intéresse. Enfin, je ne suis pas le premier, mais à m'intéresser au processus de création, mais s'interroger sur l'hallucination, c'est s'interroger sur les processus de création. Et c'est ça, évidemment, qu'on peut observer à travers ces rencontres entre les artistes. Parce que c'est dans la rencontre qu'ils comprennent aussi ce qu'ils font. Vous savez, on comprend souvent ce qu'on fait en rencontrant quelqu'un, enfin, dans des processus d'échange, etc. Parfois. Le fait que les domaines se mélangent, vous parliez de la peur justement comme la terreur comme critère clinique, mais en même temps elle apparaît évidemment dans l'œuvre. Michou en parle, la peur qui n'attend qu'un soulagement pour paraître. Grand poète de la terreur, Michou. Voilà. Grand poète de la terreur et de l'exorcisme. L'un de ses premiers livres s'appelle Épreuve d'exorcisme. Et il faudrait quand même parler évidemment de votre travail sur Michaud, Unical Zone et le poème La Ralentie, ça tout de même. Ça c'était. On parlait précisément. J'étais très content de venir dans un endroit qui s'appelle La Ralentie, parce que c'était l'un des 2-3 poèmes que je préférais quand j'étais adolescent. C'était un poème que je lisais en boucle, quoi, que je connaissais par cœur. Justement, dans L'Homme Jasmin, Unical Zone, en fait, elle subit la pression-oppression de belle-mère, et pendant ce temps-là, il y a l'univers poétique de Michaud, voilà. Et ça devient, via La Ralentie, vous le montrez bien. Voilà. Bien.
Bien. Bon, moi, juste un petit mot, parce que moi, je trouve ce travail très, comment dire, vivant, justement, parce qu'il est comme pris de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas une pensée qui pense l'art ou les artistes comme ça par un biais objectivant et comment dire, et théorisant et conceptuel ou conceptualisant, mais c'est un travail, une approche que vous venez de décrire qui justement est du côté comment dire, d'une chambre d'écho, c'est-à-dire comme si vous étiez vous-même pris dans la vie artistique aussi. C'est très touchant aussi pour ça, très vivant justement. Il y a de la chair, hein, il y a vraiment de la vitalité qui se dégage de ce travail. On entend mieux comment, en effet, d'un artiste à l'autre, d'un délirant à l'autre, d'une réappropriation du délire à l'autre, on peut, comment dire, faire, enfin, ça fait interprétation d'un artiste à l'autre. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai envie de dire. Ça fait interprétation. Vous avez raison, et ça rebondit, enfin, voilà. Et ça fait avancer, enfin, ça ouvre. Hein, voilà. Oui, mais là, Ouais. ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce qu'au fond, je ne m'étais même pas formulé comme ça, mais je crois que vous avez absolument raison. Il y a un processus d'interprétation d'un artiste à un autre, et c'est ce que j'essaie de suivre. C'est pas moi qui interprète, je suis ce mécanisme d'interprétation qui passe d'un artiste à un autre ou d'un écrivain à un autre. C'est ça. Et c'est un je ne m'étais travail, pas voilà. formulé comme ça, Et donc je vous remercie, parce que je réutilise. Non, c'est un travail de lecteur que vous faites. C'est un travail de lecteur à la nuit. Vous faites une lecture pour moi. Oui, oui, absolument. Ah, là encore, alors, merci, parce que alors ça, c'est mon obsession depuis toujours. La lecture. J'ai toujours pensé qu'il fallait lire en écrivant. Lire avec un stylo, quoi, parce que au début, c'était avec un stylo. Non, c'est bon. Mais la lecture écrite. Je me souviens d'avoir commencé comme ça, et un des tout premiers exercices de lecture écrite que j'ai fait, il y a très longtemps, très longtemps, enfin pas très longtemps, enfin longtemps, c'était sur Artaud, justement, et je me suis dit, je vais faire ça, je vais faire de la lecture écrite. Je vais essayer de rentrer dans cette œuvre extrêmement, enfin, difficile n'est pas le mot, mais bon, on ne peut pas lire Artaud de loin, hein. Bon. Enfin, on ne lit pas, sinon, hein, il faut faire autre chose. Et je me suis dit, je vais le lire, mais le lire en écrivant ma lecture. Mais j'étais petit, hein, c'était vraiment une décision. C'est pas à l'école qu'on m'a demandé de faire ça. Hein. Évidemment. Bon. Donc c'est de vous dire que cette idée de lecture, pour moi, est très chargée. Enfin, c'est pas juste... oui, je fais partie, comme nous tous, autour de cette table, des gens qui aiment lire, mais qui aiment aussi écrire et qui pensent qu'on peut écrire une lecture. Enfin, il n'y a pas la lecture et l'écriture. La lecture peut être écriture. On peut écrire de la lecture. On n'est pas obligé de passer de la lecture à la création libre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne fais pas de la création libre, je fais de la lecture écrite. Ce n'est pas un roman, c'est de la lecture écrite. Oui, mais il y a un rythme créatif dans votre écriture. J'ai lu ce livre tout en continuant le roman que je suis en train d'écrire, et ça m'a aidé aussi, vous voyez, alors que l'univers n'est pas le même, quoi, bien sûr. Hein, mais il y a précisément un phénomène d'auto-engendrement interne dans votre écriture, votre réflexion, et dans la matière de tous ces artistes, qui fait que c'est mimétique par rapport aussi au processus de création. C'est drôle, il me semble. Moi, enfin, j'ai ressenti comme ça. C'est une œuvre auquel j'ai beaucoup aimé ce livre. Et ça, c'est conscient, alors, ce mimétisme. Ce que vous avez dit sur l'interprétation, je ne m'étais jamais formulé, mais le mimétisme, ça, je me le suis vraiment formulé depuis toujours. Bien, on peut... J'avais... oui. Bon, comme vous avez entendu, il y a, même si c'est, même pour moi aussi, je pense beaucoup de name dropping et des artistes, dont je serais incapable de me représenter une seule œuvre enfin, que je ne savais même pas qu'ils existaient, donc pas du tout un historien de l'art. Il y a une chose qui m'a, dans ce livre, qui est extrêmement impressionnant, c'est l'ambition de totalité et de construction d'histoire sur un mode qu'on ne fait plus beaucoup, c'est-à-dire d'une histoire qui essaie de restituer la densité dans ses cheminements, dans ses enchaînements, dans ses interprétations réciproques des artistes. Alors, sur cette période-là, quand il s'agit de représentation, d'image, de vision, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y en a plusieurs des histoires comme ça. C'est un livre qui se lirait très facilement, par exemple, avec à côté Les mots et les choses de Foucault, dans la mesure où il y a plusieurs histoires qui racontent comment, de cette fin du XVIIIe siècle
à, disons, les années 60, et puis alors vous allez encore plus loin, puisque Polke est mort l'an dernier. Vous ne parlez pas de Gerhard Richter, d'ailleurs, mais enfin bon, vous avez... J'ai beaucoup écrit sur Richter, Bon, par ailleurs. Non, il faut savoir qu'il y a des choses... Il y a vraiment toute une histoire de ça, une histoire des représentations, qui ne concerne pas du tout l'histoire de l'art, mais qui concerne les théories scientifiques et philosophiques de la représentation de l'image. Puis il y a aussi toute une réflexion sur la nature de la présence d'un individu dans le monde social, le monde politique, qui ont une sorte de canevas qui est très simple, qui est très bien représenté d'ailleurs par les citations de la 4e de couverture, où on va de la première citation, celle de Blake, là, celui qui ne peut imaginer des objets aux traits plus précis et plus intenses que ceux qu'il voit avec ses yeux mortels et périssables, qui ne peut les éclairer d'une meilleure lumière plus forte, celui-là n'imagine pas du tout, hein, qui est le point de départ en quelque sorte, jusqu'à la dernière, qui est de Zygmunt Polke. Je me tenais devant la toile et je voulais peindre un bouquet de fleurs. Je reçus alors des êtres supérieurs, c'est une hallucination auditive, hein, comme on dit, acoustico-verbale, et non pas visuelle. Pas de bouquet, des flamants. Je voulus d'abord continuer à peindre, mais je savais bien qu'il parlait sérieusement. On a, entre ces deux points, mais peut-être, je dirais cette mini-casure un peu différente, on a quelque chose qu'on retrouve partout. On a le passage d'une conception de l'imagination comme une faculté d'un sujet qui se découvre comme contribuant à la fabrique du monde par son activité intellectuelle, sensorielle, etc. C'est l'âge de Hume, de Rousseau, de Kant, etc. C'est vraiment la découverte de cette subjectivité à un moment où la subjectivation est devenue absolue. C'est même absolue, on pourrait même dire à la folie, hein, subjectivation à la folie, ou par le truchement de l'image, mais pas seulement de l'image, hein, c'est pour ça que je regrette qu'il n'y ait pas de choses sur la musique, hein, on arrive à une métamorphose de l'objectivité avec comme point de bascule ce qu'on appelle grosso modo le modernisme, hein, de Pessoa il y a longuement question de Ulysses, etc. Et on voit bien à ce moment-là que d'ailleurs les références que vous empruntez, que ce soit à la psychologie du temps, à la phénoménologie, voire aux expériences psychédéliques, hein, à la fin, l'automanipulation du cerveau comme machine à produire des images par le biais des stupéfiants. L'image, dans une de ces magnifiques formules, n'est-ce pas, il parle de le stupéfiant image, hein, qui est une admirable formule, jouant un rôle très important. Alors, j'ai une question. Une formule d'Aragon. Vous avez d'Aragon, hein, une formule d'Aragon. Chose qui m'a étonné, vous ne citez jamais quelqu'un que j'ai traduit, c'est pour ça que je pose la question, c'est le Madness and Modernism de Louis Sas. Bon. Qui est vraiment, je crois, celui qui a le plus insisté sur la dimension de coproduction d'une théorie psychiatrique de la schizophrénie, du sujet divisé, etc., et d'un style dont on ne peut plus dire vraiment de perception du monde, mais d'hallucination du monde, chez Quirico, des tas de gens comme ça, sur lequel il a beaucoup lu, et qui le met directement en relation avec Wittgenstein, avec l'invention de la phénoménologie, c'est-à-dire qui le fait correspondre beaucoup plus explicitement avec des transformations dans les théories de l'âme, des théories de la représentation et de la façon dont on perçoit les choses. Donc il y a cette charnière moderniste qui m'a beaucoup frappé. Alors maintenant, de ce point de vue-là, ce que vous faites me semble retrouver... il y a un consensus historique sur cette généalogie-là, c'est comment vous la perturbez en faisant intervenir un rapport entre le texte et l'image, entre la littérature et l'art plastique, que j'ai trouvé très dérangeant, parce que c'est pas du tout comme ça que je me serais représenté spontanément les choses, je vais représenter plus comme Louis Sas, en fait, en mettant l'accent sur disons, l'irréductibilité, d'une part, de l'hallucination visuelle sur le fait que, comment expliquer les choses? Il y a deux types d'hallucinations qui ont toujours partagé les gens. Il y a les gens qui mettent l'accent sur l'hallucination visuelle et ceux qui mettent l'accent sur l'hallucination auditive. Et que je trouve que la tension qu'il y a entre les deux,
À aucun moment, tout le long du livre. c'est tout le long du livre. Il y a quand même un problème qui se pose, c'est que une hallucination visuelle communique naturellement, en tout cas dans le langage ordinaire, avec le rêve, avec le fantasme, avec aussi quelque chose qui était très puissant au XIXe siècle, qui est l'image suggérée par l'hypnose, qui est vraiment... Il y a là toute une... même il y a des dessins de Charcot, et les débuts des images toxiques avec le hashish qui permet ça. Alors, le problème que j'ai, moi, avec l'hallucination, comme vous la dépeignez, c'est que l'hallucination auditive, elle a un degré zéro, qui est d'ailleurs la raison vraie de la rupture entre Lacan et elle, puisque vous le signalez, c'est que elle commence dans un phénomène d'étrangeté bien spécifique, qui est le sentiment que quelque chose est signifié, mais on ne sait pas quoi. C'est-à-dire qu'il y a la signification qui a une signification. Clérambault cite un de ses malades qui dit « Je vois passer dans mon esprit une pensée muette qui ne dit pas ce qu'elle contient. » C'est difficile à imaginer. Et à ce point que l'hallucination, même en poussant, même on voit bien chez Lacan par exemple, qui c'est son absolument radicalement opposé à elle, c'est que du coup, on se place sur un truc où le rapport de mimésis, le rapport d'une hallucination sur une hallucination de. Et on renvoie en dernière ligne à quelque chose. Tandis que la signification, quand elle devient signification de signification, quelque chose s'arrête, est en suspens, et ne communique plus avec le réel, et fait trou. Et que penser l'hallucination visuelle à partir de l'hallucination acoustico-verbale, c'est voir comment ça produit dans l'image un tourbillon dont la raison est au fond le contour de ce trou. Mais vous ne trouvez pas dans le livre ça? Eh bien, je voulais vous interroger là-dessus parce que il me semble que c'est absolument... Bon, ça correspond absolument à ce que j'ai le sentiment d'avoir décrit. Voilà. Alors, oui, on le voit, mais peut-être que c'est parce que je durcis les deux extrêmes en citant ces deux citations entre la faculté de l'imaginer et puis quelqu'un qui les voix disent pas de bouquet des flamands. Est-ce qu'il peut y avoir vraiment des flamands? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans l'hallucination acoustico-verbale qui fait un trou tel dans le monde perceptif qu'en fait on n'a plus affaire qu'au tourbillon imaginaire qui souvent chez les psychiatres se réduit à l'image du corps? Tandis que ce que vous apportez, c'est qu'en réalité, quantité d'œuvres plastiques peuvent se comprendre comme venant remplir cet espace-là, et d'une manière qui est beaucoup plus structurée, qui n'est pas du tout déficitaire en particulier, parce que souvent, on décrit l'hallucination visuelle du vrai psychotique comme étant une manifestation déficitaire. Il bouche le trou avec une image, avec un idéal, avec un corps de femme, avec quelque chose qui ressemble à un rêve mais qui n'en est pas, avec une vision, etc. Tandis que là, ça prend consistance. Et c'est là où je suis embarrassé, et je voulais vraiment vous interroger là-dessus, est-ce que cette consistance, vous donnez une forme de consistance à l'hallucination qui ne peut pas être tout à fait celle de la perception, mais qui ne peut pas non plus être celle qui n'est pas une consistance, qui est classiquement associée par les psychiatres, y compris d'ailleurs les psychanalystes, au caractère déficitaire du remplissage imaginaire d'un trou, où finalement on va avoir du tourbillon. Et ça, j'aimerais que vous essayiez de nous dire un peu, parce que ce n'est pas de l'hallucination qu'un psychiatre peut reconnaître, et ce n'est évidemment pas de la perception au sens des théories classiques de la perception. Positivement, qu'est-ce qui fait la consistance de cette hallucination-là? Alors, merci de votre remarque parce qu'elle permet d'aller vraiment au cœur de mon propos. L'hallucination artistique n'est pas l'hallucination pathologique décrite par les psychiatres. C'est ce que j'ai essayé de montrer.
encore une fois, mon propos étant le propos d'un historien d'art et d'un lecteur d'œuvres littéraires. Mais pas seulement. J'espère qu'il y a une vraie différence entre les... Ça ne tient pas qu'à mes choix existentiels. Alors, cette différence, je vais y arriver. Mais avant... Mais je repars sur ce que vous dites sur les deux hallucinations. L'hallucination visuelle et l'hallucination, disons, acoustique, auditive, etc. Ça traverse tout le livre, c'était mon obsession. Le rapport de ces deux modes hallucinatoires. Compte tenu que l'hallucination auditive est, comme dit merveilleusement Nadezhda Mandelstam, enfin c'est ce que disait Mandelstam lui-même, je cite longuement, c'est la maladie professionnelle des poètes. Et que... alors, manque la musique, mais une émission de radio est en cours, parce que je ne voulais pas parler de musique sans qu'on en entende. Je signale aussi, oui, parce que je risque d'oublier sinon, qu'il y a un chapitre sur le cinéma, on ne va peut-être pas en parler, le cinéma ce soir, mais il va y avoir un cycle de projection de films à la Cinémathèque à partir du livre, et pour élargir le champ d'examen du cinéma, parce que là c'est très particulier, je suis parti, j'ai suivi un fil très particulier, et évidemment le cinéma c'est considérable hein, dans l'histoire de l'hallucination artistique, et ça d'ailleurs recoupe votre propos, parce que dans le cinéma il y a les deux. Hein, il y a les deux modes, visuels et auditifs. Alors, je me suis beaucoup appuyé pour ma réflexion là, sur la différence entre les deux modes hallucinatoires sur... D'abord, je passais constamment d'un registre à un autre, puisque je passais constamment de la peinture à la poésie, et de la poésie à la peinture. Et que pour moi, la poésie est entièrement hallucinatoire dans la mesure où, encore une fois, c'est la maladie professionnelle du... Enfin, elle est, surtout dans le cas de poètes qui en plus ont une pratique visionnaire. Alors, je passais constamment de l'un à l'autre. Et ce que j'essayais de voir, c'était justement les passages. Un passage dans le livre qui est à mon avis déterminant, c'est Munch. Le chapitre sur Munch est pour moi celui où les deux choses se croisent. Parce que Munch représente l'hallucination acoustique. Oui. Munch est... Mais vous savez que ça n'avait jamais été remarqué. Hein. Ah bon. C'est incroyable. Vous savez l'histoire... Que le cri soit pas interprété. Mais attendez, je ne sais pas si vous avez vu... Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition Munch à Beaubourg, c'était quand même extraordinaire. Ça réduisait Munch à un peintre réaliste. On en est là. On est dans une période grave, vous savez. Je veux dire, l'inconscient, ça dérange beaucoup, hein, de nouveau, semble-t-il. Bon. Alors, Munch, c'est ça. Si Munch est, avec Van Gogh, à l'origine de l'expressionnisme, c'est pas ailleurs qu'il faut le chercher. C'est là. C'est justement dans le fait que, chez lui, le tableau peut être l'espace de figuration d'une hallucination auditive. Ce qui est... Alors, maintenant, vous avez exactement la même chose chez Mallarmé, bien sûr, mais là, c'est plus logique, puisqu'on est dans la poésie. Sauf que Mallarmé pense toujours aussi peinture. C'est probablement le poète de la fin du XIXe siècle, après Baudelaire, bien sûr, qui pense le plus en termes de peinture, c'est-à-dire qui cherche constamment ce point de rencontre. Il y a un... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans... Je ne veux pas développer sur Mallarmé. Alors, par ailleurs, donc alors, examinant ces phénomènes comme ça de traduction, je dirais, hein, je me suis beaucoup appuyé sur la pensée de Rosolato. C'est pour moi quelqu'un qui a été très utile, parce que il distingue de manière, à mon avis, remarquable le champ visuel et le champ acoustique. L'hallucination acoustique présente cette particularité de pouvoir venir de derrière.
de n'importe où. Ce qui est, là, c'est la question de la provenance qui est posée, et c'est plus la question de la signification. Les deux sont liés, mais le champ acoustique est un champ englobant, est un champ circulaire par rapport à la frontalité. L'hallucination artistique se produit dans le champ frontal. Et c'est le champ du tableau, le champ frontal. Donc la grande question, c'est comment une hallucination auditive qui se produit dans un champ englobant, qui est d'ailleurs en musique la spécialisation de l'art musique, c'est pour ça que la musique, il faudrait qu'il y ait un chapitre sur la musique, mais encore une fois, c'est tellement plus logique d'en faire une émission de radio quand même. Bon. Parce que c'est ça, la musique, c'est la spécialisation. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir comment il peut y avoir une traduction dans le champ du tableau, qui est le champ de la frontalité, le champ visuel, de cette expérience qui est, elle, une expérience englobante. C'est ça que j'ai essayé Et c'est là on tique. D'explorer. Mais je ne pense pas qu'il y ait, si vous voulez, de ce fait, saturation, si vous voulez. Je ne pense pas que le tableau soit... certes, Flaubert dit « je suis entièrement pris dans mon hallucination ». Mais d'abord, il faut bien comprendre que le rapport entre cette hallucination artistique et l'hallucination pathologique subsiste. Quand je dis que l'hallucination artistique n'est pas l'hallucination pathologique, bien sûr, mais en même temps, je ne cesse de montrer que l'un n'est pas pensable sans l'autre. Bon, ça, c'est une première chose. Je n'ai pas positivé l'hallucination artistique au point de la détacher complètement de l'hallucination dite pathologique. Hein. Ça, j'espère, parce que si je donne cette impression, là, j'ai vraiment raté mon coup. Hein. Non, mais si je donne cette impression, là, c'est un vrai problème, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je ne voulais pas produire. Alors, donc ça continue de communiquer. Alors, et puis, il n'y a pas saturation, c'est-à-dire qu'il y a toujours un flottement. Toujours cette possibilité que finalement la perception revienne, tout simplement. Parce que c'est pas parce que l'hallucination va venir en quelque sorte occuper le champ de la perception que la perception, elle, a disparu. Ce qui est en jeu là-dedans, on sait bien, c'est une question de croyance. C'est la croyance qui accompagne l'expérience hallucinatoire. Et Merleau-Ponty, Sartre, enfin surtout Merleau-Ponty, ont des pages admirables, à mon avis, sur la question. Là, je pense que la phénoménologie nous a beaucoup appris sur le fait que, justement, l'hallucination ne peut pas être pensable sans la croyance. Et que penser l'hallucination, c'est aussi penser la croyance. C'est-à-dire un rapport antéprédicatif. Il y a saturation quand il y a un rapport prédicatif. C'est-à-dire quand on est dans l'espace du jugement, quand on dit « ça, c'est ça ». Mais l'hallucination, c'est précisément ce rapport, c'est ce que montre bien Merleau-Ponty, il dit on ne peut pas séparer la perception et l'hallucination dans la mesure quand on considère l'expérience antéprédicative du monde, c'est-à-dire avant le jugement, avant les séparations, avant les jugements même d'existence, avant même ce qui fait que telle chose n'est pas telle autre chose. Hein, donc c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est-à-dire comment l'hallucination... dans ce rapport entre pathologie et création, en même temps, fait jouer cette expérience, au fond, primordiale au monde que décrit la phénoménologie, et dont je trouvais un écho dans la différenciation opérée par Rosolato des champs de perception. Et puis, il faut encore que je rajoute quelque chose, je crois, c'est que le champ du tableau, ce qu'on appelle le champ du tableau, la notion de champ est extrêmement importante. Hein. Ça ne va pas de soi, penser champ. Je pense qu'on n'aurait pas pensé chant sans l'hallucination auditive. Vous voyez jusqu'où je vais. Oui. Vous voyez jusqu'où je vais. Développez ce point, parce on n'aurait c'est pas, ce sur quoi j'allais vous interroger.
on n'aurait pas même pu penser le champ pictural si on n'avait pas eu l'idée, en quelque sorte, de transporter dans l'espace du tableau cette expérience auditive qui est une expérience englobante.